Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure sortira ce podcast, dans tous les cas, mais on est content d'être avec vous puisque je ne suis pas seul aujourd'hui, puisque je suis avec l'ami Jude Melon. Jude Melon, comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir, écoute mon cher Romain, tout va très bien, comme d'habitude, un plaisir non dissimulé d'être sur ta chaîne. On fait des ping-pong, Mickey chez moi et donc le duo Maury-Bustillo chez toi, et on va continuer, je sens, à parler de leur filmographie. Eh ben écoute, oui, d'ailleurs je me posais même la question, je réfléchis comme ça simplement en parlant, en lançant, ce serait pas mal qu'on refasse, de toute façon on va faire toute la carrière je pense, mais peut-être qu'on reviendra à un moment donné, on avait un tout petit peu parlé sur Deep House, peut-être à un moment donné, ce serait pas mal de refaire peut-être un écho pour pouvoir compiler un petit peu, faire la fin de la carrière, mais aujourd'hui en tout cas, oui, voir et de lui redonner sa chance. Peut-être, voilà. Parce que moi je l'ai revu récemment et ça m'a tout autant plu, mais ce serait intéressant de voir si toi ça évolue ou pas, peut-être après avoir découvert le reste de leur filmo peut-être. Et aujourd'hui on va venir justement sur un film. Alors on a mis un petit coup de canif dans le contrat de la temporalité, puisque l'autre fois on avait sauté un film si je puis dire en passant directement à leur troisième œuvre qui était pour le coup Aux yeux des vivants. Et là donc on rétropédale si je puis dire en revenant sur Live It qui est leur deuxième film sorti en 2011. Tiens, je vais te laisser le présenter grâce à quelques jeux de mots très bien sentis, parce que je pense que on a fait ça en off et je trouvais ça très bien, je trouve que c'est un très bon résumé. Alors, oui, c'est le fameux lit vide à regarder bien sûr dans un grand lit vide, tranquillement, sous les draps, sous la couette, parce que c'est un film, on va le qualifier d'horreur, oui, mais surtout fantastique, un petit peu entre les deux. Se déroule dans un cadre assez remarquable, hein, que tu connais bien, la Bretagne, voilà, où il y a des beaux cadres, on va dire, pour se faire peur, mais aussi pour contempler. Et c'est presque une histoire, alors à la fois de home invasion, de fantômes et tout. On va suivre 3 jeunes gens qui vont essayer de trouver un trésor mystérieux chez une dame très âgée qui est dans le coma, puisque l'une des 3 en tout cas, et l'une des héroïnes, la principale, qui est jouée par Chloé Coulou, s'avère être une stagiaire d'aide à domicile, et donc elle a repéré que cette femme aurait peut-être de l'argent caché quelque part, et donc le soir d'Halloween, quelle bonne idée, et tous les 3, avec son petit ami, le frère de son petit ami, ils vont essayer d'aller dans cette maison et trouver l'emplacement de ce trésor. Mais qu'est-ce que ce trésor ? Est-ce qu'il y a vraiment un trésor ? Et comme d'habitude, d'ailleurs, première chose, le casting assez étonnant, parce que Bustillo et Maury, bien sûr, il y a Béatrice Dalle dans un rôle secondaire. Évidemment, oui. Et là, on a quand même une danseuse professionnelle qui joue la prof de chant, Marie-Claude Pietragala, et Catherine Jacob, qu'on a très rarement vue dans un film de genre, quand même. Et qui est très bien d'ailleurs, qui a un rôle intéressant en fait. Elle est en décalage en fait. Enfin, c'est un personnage vraiment étrange parce que pour le coup, elle joue la formatrice, si je puis dire, l'infirmière qui va former cette jeune stagiaire, qui va lui révéler effectivement l'existence d'un hypothétique trésor dans cette vieille maison, et qu'on va voir assez vite dans une posture. De toute façon, on a dit qu'on spoilait déjà de toute façon d'emblée en fait sur le début, en tout cas. Spoil gaiement. On spoil gaiement, allons-y. Puisqu'effectivement, on est en posture d'enlever une petite fille dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi dans un premier temps évidemment, et en train de la saigner dans une baignoire. Donc ce qui est une image assez forte pour cette actrice finalement, que moi j'avais jamais vue jusqu'alors, en tout cas dans un film de genre qui se permet d'être quand même relativement graphique, même si dans les faits on en parlera récemment plus tard, il est un petit peu moins graphique que les autres films de Bustillo et Maury, mais pour le coup tu l'as très bien dit, c'est parce que c'est un film qui se veut davantage un film d'ambiance et un film fantastique, mais qui à certains instants se lâche quand même grave dans le graphique, hein. Quand même, il y a quand même 2-3 moments qui sont bien crasse-pec. Et pour le coup, effectivement, t'as ce casting un peu bizarre. Tu parlais de Marie-Claude Pietragala, qu'on a retrouvé, faut quand même le citer, hein, qui était une des jurys de Danse avec les stars à un moment donné, il me semble. Donc c'est quand même, c'est un casting quand même. On parlera de Félix Moati aussi, donc un casting assez hétéroclite, si je puis dire. Et c'est vrai que j'aime bien, Béatrice Dalle toujours, hein. J'aime bien le rôle de Béatrice Dalle, on la voit 2 minutes. Oui. Mais elle installe le personnage de l'héroïne par rapport à la mère perdue, etc. Donc ça pourra faire un écho plus tard dans le film avec une autre fille qui a un petit peu perdu sa mère autrement, hein, si on veut, avec des parallèles.
Mais alors déjà, ce film, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les références. On voit quand même qu'ils se cherchaient un petit peu encore au début, mais ils ont eu le mérite, avec ce deuxième film, de changer de style après un vrai home invasion très dur et direct, viscéral. Là, on est dans un univers poétique. On est quelque part, je dirais, entre un Dario Argento et un Guillermo del Toro. Un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de Suspiria, parce qu'effectivement, il y a le monde de la danse, et puis il y a effectivement ce fait que dans certaines pièces de la maison, il y a cette colorimétrie qui change en fait, et qui devient parfois assez excessive. Il y a une pièce qui est très jaune, notamment où il y a cette petite fille, cette danseuse. Il y a quelque chose d'un peu maniériste, il y a notamment un meurtre, je pense au meurtre d'un des 3 personnages, des 3 jeunes, le premier qui se fait tuer d'ailleurs, qui est assez graphique, et qui se fait tuer par 3... Bon, la question, c'est vers le vampirisme, donc 3 jeunes filles vampires qui le tuent dans la cave. Et il y a avec cette truc qui tourne au plafond, donc qui crée un travail de lumière en même temps que le meurtre. Et il y a quelque chose du giallo en fait dans la mise en scène de ce meurtre-là. C'est du vampirisme sans l'être. Enfin, c'est pas nommé en tant que tel. Ils ont essayé de brouiller les codes là-dessus. C'est à la fois un film de fantômes et de vampires, si on veut. Oui. Et moi, j'ai bien aimé en tout cas, je peux le dire, j'ai aimé le film. Hein. Je trouve que c'est leur moins malade de loin de ce que j'ai vu d'eux, parce qu'il est maîtrisé. On voit qu'ils sont capables, en tout cas, d'aller ailleurs que dans le brutal pur. Et ici, ils apportent des nuances, je trouve, très intéressantes. Et un bel univers, pas contemplatif, mais pas loin, prend son temps, avec un travail sur la photographie, sur les décors aussi. Il y a toute une reconstitution dans cette maison qui est... En effet, c'est un peu la chasse au trésor, mais en fait, le trésor, c'est la mort, ici. Et puis, ouais, les références... Alors, oui, c'est très référencé. Mais ça va. C'est bien respecté. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe, surtout sur la fin, qui touche à un envol poétique, j'ai envie de dire. Avec cette idée d'échange, de croisement, etc. Et puis de 2 personnages, donc les 2 Chloé, parce que les 2 actrices s'appellent Chloé, c'est amusant, qui se rendent compte que pendant leur vie, elles n'ont pas pu vivre, forcément, du coup, totalement libre et pleinement, et une forme d'émancipation à la fin de ce rapport toxique à la mère, par rapport aux souvenirs, ou par rapport à une emprise, si on veut. Et je trouve que la fin est très belle, et c'est un film sur une forme de libération, en fait. Un film, par exemple, donc, le personnage de Chloé Coulou, alors son prénom, je crois que c'est Lucie, c'est ça ? C'est Lucie, il me semble, c'est ça, oui. Quelque part, bon, elle est un peu perdue dans son truc, mais elle va se libérer en libérant quelqu'un. Quitte même à se libérer au-delà de la mort, au-delà de la vie, j'ai envie de dire. Donc je trouve que c'est un beau film, oui, clairement, qui a beaucoup de nuances, il y a des défauts. Alors, les défauts en soi, c'est que il y a des ventres mous. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors que le film est paradoxalement assez court, assez bref quand même. C'est ça. Mais il y a aussi l'idée de bien installer les personnages. Ça peut paraître long avant que l'histoire se mette en place, mais tu sens qu'il y a une atmosphère qui se crée. Donc ça, c'est bien géré, c'est bien écrit. Et je pense que là, comparativement par exemple au film suivant, dont on a parlé la dernière fois, je trouve que les personnages sont mieux écrits. Bah, puis ils sont moins écrasés, c'est vrai tu parlais des références, ils sont moins écrasés par leurs références, parce qu'effectivement il y a des clins d'œil un peu directs, comme ça se passe à Halloween, il y a 3 enfants à un moment donné, juste l'espoir d'une séquence qui porte les 3 masques qu'il y a dans Halloween 3, Tommy Lee Wallace, donc qui est vraiment pour le coup assez direct, mais ça vient jamais phagocyter tout le reste, en fait l'histoire suit son cours, et puis c'est vrai qu'il y a le développement d'une mythologie qui est finalement assez personnelle. Alors il mixe pas mal de choses, il joue sur la Bretagne, ça a été tourné à Bénodet il me semble, toute la partie sur le port au début. Donc il y a ce côté, cette ambiance un peu bretonne avec tous ces mythes, il parle de l'Ankou notamment à un moment donné comme mythe on va dire un peu plus direct, et puis après à partir de ça effectivement ils créent leur propre mythologie vampirique si je puis dire, qui est un peu nourrie d'éléments bretons, de folklore breton, et c'est vraiment vraiment chouette ce truc là. Effectivement il y a la décoration intérieure de la maison, alors qu'il y a un truc qu'on retrouve très souvent chez eux avec les masques, l'usage de la taxidermie aussi qui fait une sorte d'ambiance un peu macabre, de poésie macabre qui ressort de ça, les marionnettes, cette petite fille qui ressemble à cette poupée dans la boîte à musique qui se met en route, qui est vraiment chouette, qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs. Dans Deep House pour le coup il y a les 2 cadavres qui sont dans le sous-sol de la maison qui sont comme ça un petit peu, qui ressemblent à ça, et je trouve ça c'est assez chouette, il y a quelque chose qui est très très personnel là-dedans. Puis l'idée de la possession ultime, du coup, la petite c'était la poupée de sa mère, et puis
la mère qui était prof de danse, elle possédait à peu près toutes ses élèves. Il y a cette idée de mise en solitude aussi par rapport à la vieillesse. Alors, c'est un peu effleuré au début avec un autre personnage qui est âgé. C'est vrai, il se souvient que sa petite fille ne vient jamais le voir et tout. Et cette femme isolée dans le coma, mais c'est presque un trompe-l'œil et un faux semblant, une fausse piste, j'ai envie de dire. Mais quand même, ça parle de solitude aussi, ce film, je pense. Parce que même nos 3 personnages principaux, dans cette société, sont un peu seuls, même s'ils sont ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et une autre référence, alors ça c'est assez étonnant, parce que c'est les hasards de mes découvertes cinématographiques. En ce moment, je vois beaucoup de films sur la danse. Oui. Par exemple, j'ai vu Les Chaussons Rouges, il y a eu Encore de Clapiche au cinéma, et évidemment Black Swan de Aronofsky. Bah forcément, là on y pense aussi, le signe blanc, le signe noir, il y a un petit peu cette dualité aussi, le bien, le mal, on sait pas trop. Je sais pas s'ils se sont influencés de Black Swan, qui est sorti peu avant, mais t'as presque une relecture plus intimiste de Black Swan ici, enfin, à travers donc cette histoire plus ou moins de fantômes, de vampirisme. Donc voilà, ce sont les hasards en ce moment. Je vois pas mal de films sur la danse. Ils ont quand même la même référence de base, qui reste quand même Argento aussi, avec la question du double qui est toujours présente chez Argento aussi. Donc ça fonctionne très bien en fait. C'est une film qui se nourrit certainement. C'est ça. Et puis même dans la colorimétrie où il t'en a parlé, c'est vrai qu'à des moments, on se croirait vraiment dans du Guillermo del Toro. Il y a presque du freak show à un moment. Oui. Quand même, dans la présentation. Bah, d'ailleurs, c'est ce on va retrouver dans le film d'après un peu. Il y a une cohérence ici. Cette idée d'exclusion de la société d'une certaine façon. Et c'est un peu ça, la vengeance des exclus, leur cinéma, j'ai l'impression. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah bah il y a toujours ce côté-là effectivement des laissés pour compte effectivement qui sont isolés ou mis de côté par la société et qui reviennent se venger. Ce que Robin Wood, c'est vrai que j'en parle souvent, qui est un auteur, un critique cinéma américain pour le coup, appelle le Return of the Repressed. Donc le retour du refoulé, il y a vraiment ce côté-là en fait qui est très présent chez eux en fait. Robin Wood parle de ça en disant que grossièrement c'est l'archétype thématique le plus fondamental du cinéma d'horreur, c'est de mettre en avant le retour et la vengeance de ce qui est refoulé, de ce qui est caché, de ce qui est mis de côté par la société. Et effectivement, il y a très ça. Et puis c'est vrai que les acteurs qu'il prend, il y a ce côté même. Tu parlais de Béatrice Dalle tout à l'heure. Béatrice Dalle a ce côté même physiquement parce qu'elle a un physique très particulier. Qui est très fière, elle a un côté très frics en fait, Béatrice Dalle. Oui. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant au passage, c'est vrai que tu parlais de Béatrice Dalle tout à l'heure et de sa relation avec sa fille, qui permet effectivement de la poser, même malgré le fait qu'elle soit vraiment la séquence soit très courte. Moi, en revoyant le film, je me suis dit c'est intéressant parce que finalement, à l'intérieur, on avait cette mère qui a perdu son bébé. Et ici, on a un petit peu l'inverse. Elle joue toujours ce personnage de mère qui est très très récurrent dans leur filmographie, puisque c'est le cas aussi on a parlé dans Aux yeux des vivants où elle joue cette mère aussi. Ça pourrait être le même personnage dans une réalité alternative quasiment. Ils avaient fait un truc pour ABC of Death qui s'appelle X for Xylophone. Pareil, on avait ce personnage de mère. Donc c'est quelque chose qui vient. Il y a cette, pour eux, l'incarnation presque de la mère, c'est Béatrice Dalle. Et je trouve que c'est intéressant ce renversement des valeurs, ou ce renversement en tout cas narratif, ou on va dire de l'arc du personnage, qui est interprété par Béatrice Dalle, où dans un premier temps c'était donc la mère qui avait perdu son enfant, et là c'est la fille qui a perdu sa mère. Et je trouve ça assez chouette en fait de jouer toujours ce même archétype qu'est Béatrice Dalle, en inversant, en jouant sur les différentes incarnations qu'elle peut prendre en tant que mère. Ouais, et puis après, tu parles d'inversement et tout, puis à la fin il y a vraiment le vrai inversement où, où Lucie devient, comment elle s'appelle la petite Anna, je crois. Et Anna devient Lucie. C'est assez intéressant de voir justement, au final, on n'a pas une fin habituelle. Oui. Genre, l'héroïne elle sort de là, on a survécu et tout. Il y a comme une fusion, on se rend compte que la souffrance est plus forte que le mal, là. J'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Avec un M majuscule, évidemment. Et moi, je trouve ça violent parce que ça a été une vie de mensonge, enfin, si on veut. Genre cette mère, cette prof de danse qui n'avait pas de sentiments, tu vois ce que je veux dire, et qui a essayé de survivre au-delà en utilisant un petit peu ses élèves. C'est assez brutal quand même. Donc là aussi, on a une histoire de mère, d'ailleurs, dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs très belle interprétation. Alors, une interprétation très particulière de Marie-Claude Pietragala, qui est dans tu vois ce que je veux dire, elle est dans la surexploitation de la sévérité, mais ça lui colle bien. Je
crois elle a pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle-là. Et elle-même qui a été prof de danse, peut-être qu'elle a mis la sévérité de sa vraie vie C'est vrai. dans son personnage. Mais ouais, les moments de flashback sont intenses quand même à ce niveau-là. Elle a ce côté un peu mère passive-agressif, tu sais, ça me fait penser un petit peu au personnage qui est interprété, comment s'appelle-t-elle, j'ai un trou de mémoire, dans le Suspiria pour le coup de Guadagnino. On a à peu près le même type de personnage en fait qui est le côté un peu mère toxique, hein, qui est en même temps qui sait être douce, mais pour mieux t'en mettre une une bonne petite cartouche bien violente dans la foulée. La possession à travers l'art, c'est assez amusant d'ailleurs quand on y pense. Parce que ici d'ailleurs le duo essaye de posséder leurs spectateurs à travers leur art, presque une mise en abîme. Même si leur finalité n'est pas la même, hein, heureusement. Oui. Quoique, justement, quand on regarde un film comme ça, il faut que ça nous fasse souffrir aussi. Bien sûr. Bon, c'est pas amusant. Mais ouais, non, mais là, franchement, je pense que c'est le plus abouti. Alors, oui, je pense que c'est le plus abouti de ce que j'ai vu, parce que on n'a pas encore parlé ensemble de Leatherface ou de l'autre qui s'appelle K, je sais plus quoi. Ah oui, Candy Shah pour le coup, oui, effectivement. Voir lequel sera le plus abouti, en soit de Deep House. Hein. Ouais. Qui avait un côté abouti aussi sur le plan visuel, pour le coup. Donc après, il faudra que je lui redonne sa chance par rapport, malheureusement, à une histoire qui a évolué dans le mauvais sens, selon moi. Mais franchement, je ne sais pas si ça serait mon préféré, parce qu'à l'intérieur était bien... Mais c'est l'inverse d'à l'intérieur, là, où à l'intérieur te portait dans le viscéral direct, Home Invasion bien gorasse et tout. Là, on est quand même dans la subtilité d'un univers et d'une ambiance très feutré et qui prend au tripes quand même. C'est pour ça que je parlais de Del Toro, parce que il y a ce côté en fait film de genre espagnol un peu à l'ancienne aussi, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Dans ce côté un petit peu, ce retour un petit peu à quelque chose, alors le macabre, le retour un petit peu à une sorte d'univers quasi gothique visuellement. Là, c'est pas un peu l'orphelinat qui est un peu dans ce genre aussi. Oui, un petit peu, c'est vrai qu'il y a même des visuels, notamment avec encore une fois les masques, hein, qui est présent dans l'orphelinat, puisque le petit garçon, le petit fantôme dans l'orphelinat a un masque aussi, il y a toute une séquence d'ailleurs avec des masques. Donc effectivement, je trouve que le côté hispanique auquel j'ai pas du tout pensé en fait en le revoyant, je trouve que c'est vachement pertinent, parce que je trouve qu'il y a effectivement ce côté dans ce que le cinéma fantastique espagnol, notamment même récent, hein, c'est réapproprié le cinéma gothique anglais en lui injectant ce côté un peu hispanique. Je trouve qu'il y a effectivement ce côté-là ici avec cet ajout un petit peu quand même, parce que je trouve que ce que j'aime chez Buscemi, c'est quand même que c'est des mecs qui ont ce côté très cinéma fantastique terroir, dans le fait où ça fait partie de ces rares réalisateurs qui ne vont pas à l'étranger, ou très peu. Bon, les Leatherface ils l'ont fait, mais finalement ça les a amenés finalement à revenir en France, et c'est des mecs qui quand même restent et tiennent bon pour essayer de poser quelque chose en France. Ils se battent pour ça. Aussi une ambiance un peu vieux film à la Hammer, mais Hammer à la française, quoi. C'est ça. Dans le rythme surtout. Là, on a vraiment un rythme qui est posé. Hein. Bon, évidemment, il y a des moments où ça s'emballe un peu, mais ils prennent leur temps et ils font vivre leurs personnages ici. C'est vrai que après c'est marrant parce que sur leurs 3 premiers films, ils ont varié leur style. Quelque part, aux yeux des vivants, on pourrait imaginer que c'est un mix entre À l'intérieur et Livide. C'est vrai. Une sorte de bâtard. Il y a ce côté film d'ambiance et film d'horreur assez graphiques qui sont mixés et qui sont un peu les deux pentes des 2 premiers films, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, en tout cas, j'ai été surpris parce que passer de je me suis remis dans le contexte, passer de À l'intérieur à Livide, tu t'attends pas à ça. Hein. Donc déjà, rien que pour l'idée, et quand on y pense de Deep House aussi, on peut être surpris par l'approche. Hein. Non, franchement, je sais pas si toi, tu le situes où par rapport à leur filmographie, ça m'intéresse, parce que tu vois, tu les as tous vus, et même revus, certains, du coup. Ouais. 2 fois chacun, j'imagine. Je les ai au moins vus 2 fois chacun, ouais, au moins. Et du coup, tu le situerais où, celui-ci? Parce que c'est pas évident. Hein. Bah moi, je vais dans le même sens que toi, en tout cas, ce que tu pressens, peut-être déjà, au vu de ce que tu as pu voir. Pour moi, c'est clairement c'est le film que je préfère de leur filmographie, que je trouve le plus abouti, en fait. Oui. Parce que je trouve que c'est le plus subtil. Alors, j'ai relu 2-3 trucs sur internet, parce que après l'avoir vu, je relisais un petit peu, je voulais voir un peu à l'époque comment il avait été reçu. Et il y a pas mal de gens le film a été relativement bien apprécié. Mais avec ce bémol de dire qu'il y a quelques visions, mais finalement c'est assez propre à leur cinéma, qui flirtent avec le grotesque, mais qui, dans ce film-là, pour eux, notamment à l'aune du final,
bascule dans le côté un peu ridicule, parce qu'effectivement il y a ce plan final qui est vraiment étrange et qui effectivement graphiquement est un peu bancal, mais je trouve qu'il est tellement signifiant. Tu parlais de la question de la libération, etc., avec cette petite fille qui s'envole vraiment, et le plan peut avoir l'air un petit peu ridicule, mais en tant que tel je trouve que il y a tellement de sens et il est tellement cohérent en fait avec ce que le film veut me dire et là où il me mène pour arriver à ce plan final, que finalement moi je trouve qu'il est très touchant en fait. Donc je trouve que finalement là où parfois dans leurs films il y a des fois où effectivement il y a le côté grotesque qui bascule vraiment dans le côté un peu ridicule, ce sera un petit peu le cas dans Leatherface. Je trouve que même si c'est un film que j'apprécie bien, il y a des moments où ça part vraiment dans le ridicule. Je trouve que celui-là arrive totalement à se maintenir, et parce qu'il a encore une fois un sens et une approche fondamentalement poétique, ça bascule jamais. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont vraiment dans une sorte de maîtrise, ils sont sur le fil tout le temps, et ils le gèrent à merveille. Et je trouve que c'est aussi là où on découvre vraiment leur personnalité, leur manière de travailler, leur ambiance très singulière, leur démarche de travailler. Encore une fois, un film fantastique qui est certes référentiel et qui fait référence à tout un tas d'autres origines, d'autres références fantastiques, d'autres cultures, d'autres horizons, voilà. Mais en même temps, il garde cette vraie identité française de dire je vais pas faire du cinéma fantastique ou de genre comme on fait ailleurs, je vais le faire comme on devrait le faire en France, même si j'ai des références. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là en fait qui pour moi ressort énormément et qui témoigne d'un savoir-faire que je trouve assez dingue. Et puis aussi cette approche du concept en fait. Je trouve que c'est des gens qui ont, ces deux réals qui ont une approche vraiment comme Deep House t'en parlais tout à l'heure, qui a un concept très fort en fait. Donc j'aime beaucoup en fait. Pour moi c'est le film qui me montre qu'il y a une vraie cohérence en fait dans leur filmo et qu'il y a une vraie évolution par rapport à l'intérieur, qui est quand même où il y a plein de problèmes dans l'intérieur. Je trouve qu'il rectifie beaucoup de problèmes qu'il y avait dans l'intérieur, notamment en termes de production design. Et j'aime vraiment beaucoup le film. Et le film me touche énormément. Et puis ils ont le mérite de faire des films singuliers dont on se souvient, que ce soit moins bon, meilleur, etc. Il y a quand même quelque chose. Puis pour revenir vite fait sur la fin, il y a plusieurs lectures aussi. On peut imaginer qu'elles sont déjà mortes et que c'est un petit peu une sorte d'expérience imminente, de mort imminente, voilà. Ou au contraire, l'émancipation finale par une forme de suicide. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Sortir de la vie, sortir de cette existence qui ne leur a vraiment rien apporté. C'est assez dur, mais quand on y pense, ce personnage de Lucie, depuis la mort de sa mère, elle a cette histoire d'amour, là, on sait pas trop. Bon, de toute façon, son mec, il meurt dans l'histoire. Donc, voilà, elle se retrouve bien seule, quoi. Et son mec, d'ailleurs, aussi, il se fait profondément chier. C'est pour ça il veut mettre en branle son existence par le biais de ce cambriolage, en fait, pour pouvoir gagner de la thune et pouvoir se barrer, en fait, parce qu'il s'emmerde profondément aussi. C'est ça, c'est des gens qui sont malheureux, qui sont pas à l'aise dans leur vie, et du coup, il se passe ce qui se passe. Il y a une sorte de retournement aussi, de punition du destin, parce que après tout, ils avaient qu'à pas y aller dans la maison. Voilà. Et elle, à la fin, en libérant, en gros, elle a une sorte de rédemption en libérant l'esprit de cette fille qui devait être morte depuis longtemps, à la base. Et elle meurt avec elle, quoi. Elle accepte de partir avec elle. Pour un monde meilleur, on sait pas. Et puis il y a tout ces... c'est un peu cliché et tout, mais je trouve ça beau quand même. Moi, je trouve ça naïf, mais beau. Ah oui, c'est ça, c'est très bien. Je pourrais très bien résumer en fait cette idée. C'est un film qui a quelque chose de naïf, d'innocent, mais qui justement, grâce par cette naïveté, par cette innocence extrêmement jolie, il y a tout aussi un truc sur la question du regard aussi qui est intéressante, sur le regard sur la question de ce qu'on voit, etc. Parce que tous les personnages, notamment cette petite fille qui a les yeux, puisque c'est ce que fait la vampire, si je puis dire, qui les vampirise, elle les prive de leur regard en leur agrafant les yeux. Et il y a toute une thématique justement avec les yeux verrons de l'héroïne qui nous permettront de constater le changement de corps à la fin, le transvasement des âmes à l'intérieur des deux corps. Et je trouve il y a toute une question sur le point de vue qui est fondamentalement la base du fantastique en fait. Et je trouve que c'est super joliment posé. Alors ça peut paraître un petit peu grossier cette idée des yeux verrons, parce qu'on sait effectivement il y a le build-up qui est quand même très bien posé au début, donc on sait que ça va servir à un moment donné. Mais c'est bien fait, c'est bien amené, c'est amené avec douceur malgré tout. Et encore une fois, ça a du sens tout ça en fait. Moi je trouve c'est intéressant parce que le film, malgré tous peut-être les petits problèmes qu'il peut avoir, il a du sens, et c'est ça il a du sens et du cœur. Et c'est ça qui pour moi fait que ça remporte la mise à 100%. Ah ouais, on est complètement d'accord sur ce truc-là. C'est vrai que les yeux verrons au début, tu le sais qu'il va y avoir un truc. C'est comme les discussions entre Lucie et c'est Madame Wilson. Oui. Il y a des petits trucs qui sont insistants comme ça. Tu sens très bien que le personnage de Catherine Jacob a pas resté très net.
Elle tend un piège en fait. On dit, Oui. il y a peut-être un trésor. Hein, et c'est cela. Donc voilà, c'est pas très subtil quoi. Mais après, dans la mise en scène et dans certaines imageries, ça l'est beaucoup plus. Et puis même, au passage, le personnage de Catherine Jacob est un personnage finalement assez touchant parce on a parlé du Mickey sur ta chaîne pour le coup sur l'impro ciné critique. Il y a, comme tu le disais très bien pour le Mickey, il y a cette manière de, même sur des rôles secondaires chez Mickey, d'arriver à distiller quelque chose qui fait que tu connais le personnage, directement ça fonctionne. Et le personnage de Catherine Jacob, je trouve ça assez chouette parce que finalement c'est un personnage qui est très secondaire à proprement même si c'est elle qui va amener ces personnages à se retrouver, à vivre un calvaire évidemment. Mais on a quand même, par le biais de ses flashbacks, son histoire aussi à elle, et qui est finalement un personnage très touchant et qui ramène à cette idée, comme tu disais tout à l'heure, de laisser pour compte, de personnage qui finalement subit une situation, ce personnage assez tragique, et ça fonctionne très bien alors que c'est finalement évoqué assez peu. C'est vrai, et puis peut-être le personnage de Félix Moati aussi. Oui. Un de ses premiers grands rôles. Aujourd'hui, il commence à avoir un petit succès, donc ça m'a amusé de le retrouver là. C'est vraiment un casting intéressant, je trouve qu'ils choisissent bien leurs personnages, hein. Leurs acteurs pour jouer les personnages. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je pense qu'il y a un vrai choix, parce que c'est vrai que c'est souvent des castings un peu iconoclastes, un peu hétéroclites, et qui fonctionnent très bien, où tu n'aurais effectivement pas l'habitude d'imaginer ces acteurs jouer ensemble dans ce genre de film, et ça marche très très bien en fait, c'est ça qui est chouette, il y a une vraie alchimie qui se dégage, même si c'était le cas dans Aux yeux des vivants, je trouve que le casting était quand même... Alors il y a plein de problèmes dans Aux yeux des vivants, on l'avait dit, mais il y a quand même quelque chose qui fait que ce casting fonctionne bien, il est un peu étrange... Ils viennent de divers horizons et on les retrouve là-dedans et il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Comme quoi, hein, le cinéma français déjà se porte bien, mais le cinéma de genre français est passionnant. Si on gratte un petit peu, il y a des choses qui sont très propres au cinéma français de genre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'on on va pas forcément parler d'Alexandre Aja qui est devenu très américain maintenant. Mais on en a, voilà. On pourrait même ouvrir au cinéma belge, hein, je pense à Fabrice Duvels, puisqu'on parlait de Calvaire directement. Ah mais tout à fait. J'ai découvert il y a pas longtemps, c'est assez... Voilà. Il y a quelque chose dans ce cinéma francophone européen, il y a une ambiance. Un jeu sur le côté singulier de certaines histoires. Même si après il peut y avoir des références dans tous les sens, bien sûr. Mais il faut savoir, je pense aussi que beaucoup de jeunes cinéastes de genre se sont abreuvés d'anciens films, et donc... c'est pas forcément volontaire parfois qu'ils recrachent des influences comme cela. C'est pas un mal en soi. Parce qu'ils recrachent beaucoup, parfois en les digérant bien auparavant, hein. On se croirait dans un Mickey, là, c'est appétissant. Et après, justement, pour s'en émanciper plus tard sur des œuvres, voilà. On peut parler par exemple, je sais pas si tu l'as vu, petit aparté, le dernier Duvels, Inexorable. Non, pas encore, justement, oui, effectivement. Je pense que tu l'apprécieras beaucoup. Voilà, j'en dis pas plus. Je trouve que Duvels aussi est un type qui a énormément de cœur, tous ces films transpirent la générosité, l'amour pour le cinéma, et c'est aussi des vrais films de cinéma en fait, où il y a un point de vue, il y a une note d'intention, il y a un travail formel qui est extrêmement singulier, il y a une approche de narration qui est très singulière, même s'il y a plein de références comme tu le dis, mais c'est très bien à chaque fois, très bien digéré, et c'est des expériences assez uniques au cinéma. Et alors si tu avais une petite note à donner justement à Livide, comme tu as l'habitude de le faire sur ta chaîne, combien lui mettrais-tu? Moi, je lui mettrais un bon petit 7 sur 10. Il y a quelques maladresses et tout, mais l'intention est là, et on passe un bon moment. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le terme approprié, mais on passe un moment fort. On ressort de là avec des images en tête, des séquences qui, visuellement, nous ont bien marqués, et puis des personnages qui subissent ou qui font souffrir. Moi, j'aime bien aussi l'idée. Puis j'aime bien cette ambiance bretonne. Il y a quelque chose ils ont bien capté l'univers local. J'imagine que tu t'es peut-être déjà baladé pas loin de là où ça a été tourné, donc moi j'ai envie de dire, à quand un film réalisé par Romain Rimbaud en Bretagne? Oh là. Un jour peut-être. Un jour, qui sait. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le film peut-être, parce que c'est vrai que... Oh, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Mais j'aime bien, je l'ai dit plus ou moins au début, mais tout ce qui est décor et tout, c'est vraiment... Il y a eu un bel art qui a été apporté même dans les détails, donc... Chose qui est d'ailleurs problématique dans l'intérieur au passage. Le chef déco s'est bien amusé, je pense, sur ce film. Ouais, j'avoue que les petits personnages, la petite scène pour enfants avec les poupées qui prennent le thé avec des têtes d'animaux, je trouve que c'est très chouette. En tout cas, je suis heureux que l'œuvre t'ait plu.
Et j'ai hâte, écoute, de découvrir nos prochaines pérégrinations et surtout découvrir ton avis sur la suite de leur filmographie, puisque je pense que la prochaine fois, si on est dans l'ordre, il me semble qu'on basculera certainement sur Leatherface, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Leur premier film américain et leur dernier, en fait, dans les faits. Il sera plus intéressant que la remake, la suite, pardon, Netflix, sortie cette année. Aïe, débat. Mais je pense qu'il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne d'Arto où on a échangé à ce sujet. On attend ça avec grande impatience. En tout cas, je te remercie énormément pour ta présence, comme d'habitude, et ton discours plein de richesse et de sagesse. Et merci à toi de l'invitation, Romain. Mickey chez moi et ce duo Bustillo-Mori chez toi, ça devient, on va dire maintenant, un incontournable du YouTube Ciné Game. Allez, on se la pète un peu 2 minutes. Oui, on peut se permettre. Voilà, on est dans le YouTube Ciné Game très underground, un petit peu à l'image de Mickey, Bustillo et Mori. Mais Bustillo-Mori, on aura fini plus vite. Donc je te proposerai une autre filmo que j'ai déjà en tête en parallèle pour continuer Mickey. J'ai une autre filmo que j'ai en tête et que je te proposerai en temps voulu pour continuer. Mystère. Voilà, on garde du mystère, c'est important. En tout cas, je vais te souhaiter une très bonne soirée, puis on va remercier tout le monde de nous écouter avec tout le temps autant d'assiduité et de passion. Et puis je te souhaite une très belle soirée, puis je te remercie encore beaucoup. Et puis on se dit à une très prochaine pour la suite de nos aventures Bustillo et Mori. Des bisous à la prochaine, bisous. Bisous, ciao.